Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer que ChatGPT comprend parfaitement le jeu d'échecs. Et oui, j'utilise bien le mot comprendre, ce n'est pas un abus de langage. Et à la fin de cette vidéo, vous en serez vous aussi convaincu. Je vais vous embarquer dans un voyage qui sera fascinant, qui sera souvent amusant et parfois aussi un peu flippant. Là, vous vous dites peut-être, non mais Yosha, tu bluffes, tu dis n'importe quoi. J'ai déjà vu des vidéos parlant de ChatGPT qui joue aux échecs et il joue super mal. Par exemple, cette vidéo d'Hikaru Nakamura. Naka joue cavalier, prend pion E5. Et ChatGPT lui dit, ah bah moi aussi je fais cavalier prend E5, ce qui est évidemment un coup illégal. Ce constat que ChatGPT était totalement nul aux échecs n'était pas surprenant. En effet, il n'a pas été conçu pour prédire le meilleur coup d'échec dans une position donnée, mais pour prédire la suite de caractères la plus probable dans un texte donné. On pourrait faire l'analogie suivante. Imaginons un couple de grands maîtres qui aurait un perroquet comme animal de compagnie, et ce couple s'amuserait à faire des parties d'échecs à l'aveugle, c'est-à-dire en imaginant la position de leur tête plutôt qu'en la jouant sur l'échiquier, et en annonçant les coups à voix haute. Donc il y en a un qui dit E4, l'autre répond E5, le premier dit cavalier F3, le deuxième répond cavalier F6. Un beau jour, il commence une partie. Le joueur ayant les blancs dit E4 et là le perroquet dit E5. Bon, un peu curieux. Le joueur ayant les blancs continue par cavalier F3 et là le perroquet répond cavalier F6. Là ça devient super flippant. Mais le joueur ayant les blancs dit cavalier prend E5 et là le perroquet répond cavalier prend E5. C'est bien la preuve qu'il ne comprenait pas du tout le jeu d'échecs, il ne faisait que répéter ce qu'il avait déjà entendu et c'était par chance que les deux premiers coups étaient légaux, le troisième est déjà illégal. Je n'ai pas choisi l'exemple du perroquet au hasard, en effet on utilise souvent la métaphore de perroquet stochastique pour décrire les Large Language Models dont ChatGPT est le plus connu. Cette métaphore permet de très bien expliquer comment ces LLM ne font que relier entre elles des suites de caractères de manière probabilistique sans rien comprendre au monde qui les entoure. Mais tous les spécialistes ne pensent pas que les LLM ne sont que des perroquets stochastiques. Certains pensent qu'ils ont une représentation en interne du monde qui les entoure et qu'on peut parler de compréhension. Pour ce qui est des jeux d'échecs, à la fin de cette vidéo, vous serez convaincu que ChatGPT a bien une représentation de l'échiquier en interne et qu'il comprend le jeu d'échecs. Cela dit, il y a une semaine encore, je croyais moi aussi que les LLM n'étaient que des perroquets stochastiques et j'ai commencé à changer d'avis en regardant cette vidéo de Monsieur Phi, un professeur de philosophie et youtubeur français assez connu. ChatGPT rêve-t-il de cavalier électrique? Dans sa vidéo, Monsieur Phi explique que la vision de ChatGPT en tant que joueur d'échecs a radicalement changé en septembre 2023 suite à un tweet de Grant Slatton qui explique qu'il fallait prompter ChatGPT non pas comme Hikaru Nakamura l'avait fait en lui disant « Hey ChatGPT, faisons une partie d'échecs » mais en utilisant une en-tête de PGN. PGN pour Portable Game Notation, c'est le format texte dans lequel les programmes d'échecs et les sites comme Lichess ou Chess.com retranscrivent les parties. Donc on voit qu'il y a une en-tête comportant diverses informations sur les joueurs et la partie. Donc là c'est une partie supposément jouée entre Magnus Carlsen et Jan Nepomniachtchi en championnat du monde. Puis après l'en-tête viennent les coups 1, E4, E5, cavalier 3, cavalier C6. Grant Slatton a expliqué qu'en utilisant cette astuce, il arrivait à faire jouer ChatGPT à environ 1800 Elo, c'est-à-dire au niveau d'un bon joueur de club. Suite au tweet de Grant Slatton, quelques chercheurs se sont intéressés à la question et notamment Nicolas Carlini qui s'est amusé à faire résoudre à ChatGPT des puzzles de Lichess. On voit ici son taux de résolution en fonction du classement Elo du puzzles. En gros, jusqu'à 1600-1800, il en résout la grande majorité et il arrive même à en résoudre quelques-uns niveau 2600-2800, ce qui est assez impressionnant. On a également un professeur des universités qui est aussi maître de la Fédération internationale des échecs, Mathieu Hacher, un Français, qui a fait jouer ChatGPT contre diverses versions de Stockfish pour parvenir à une estimation Elo de 1743, proche de l'estimation donnée par Grant Slatton qui était de 1800. C'est déjà assez intéressant et surprenant de savoir que ChatGPT est capable de jouer aux échecs au niveau d'un bon joueur de club, mais dans cette vidéo on va aller beaucoup plus loin.
Je vais commencer par remettre en question quelques conclusions de ces chercheurs. Par exemple, ici, c'est le blog de Mathieu HR qui nous dit que modifier l'entête du PGN ne modifie pas le classement Elo auquel joue ChatGPT. On va voir que c'est faux. Mais surtout, on va voir que ChatGPT comprend mieux le jeu d'échecs que ces chercheurs ne l'imaginent, comprend mieux le jeu d'échecs que quiconque aurait jamais pu l'imaginer. On va commencer par résoudre ce puzzle, et certains d'entre vous ont déjà compris qu'il s'agit d'un mat en 1, et la réponse est cavalier D6, échec avec le cavalier, échec avec la dame, échec double et mat. Et comme il s'agit d'un puzzle de Lichess, il a été créé à partir d'une partie s'étant vraiment déroulée sur Lichess, et on peut récupérer le PGN de cette partie, soumettre les 11 premiers coups à ChatGPT et lui demander de nous prédire le 12e coup des blancs, et on va voir s'il écrit 12 cavalier D6, échec et mat. 12, cavalier, ça commence bien, mais il joue cavalier C7, patatras, tout s'écroule. À la place de jouer cavalier D6 mat, il nous a fait cavalier C7, double échec avec le cavalier, avec la dame, mais ça ne contrôle pas la case de fuite en F7 et le roi peut s'échapper. Donc là, vous dites, ben ouais, c'est bien la preuve que ton ChatGPT, il est nul, il n'a pas réussi à trouver un mat en 1, c'est quand même pas terrible. Sauf que, allons voir la partie qui a inspiré ce puzzle. Les noirs ont joué fou pour E6 et les blancs, à la place de cavalier D6 mat, ont joué cavalier C7 échec, comme prédit par ChatGPT. Si on retourne ici, j'enlève le 11e coup, et en fait, il y a des choses dans le prompt, dans l'entête de PGN, qui forcent ChatGPT à ne pas prédire l'échec et mat. Par exemple, dans la partie, les noirs ont fini par gagner. Donc si les noirs ont gagné, les blancs n'ont pas pu faire échec et mat au 12e coup. Et aussi, on voit le play count, c'est-à-dire le nombre de demi-coups, 70. Donc si la partie a duré 35 coups, 70 demi-coups, elle n'a pas pu s'arrêter au 12e coup. Donc si maintenant je mets ici 23 demi-coups et je change le résultat en 1-0, je laisse tout le reste exactement pareil. Qu'est-ce qu'il va nous prédire? 12, cavalier, D6, échec et mat, 1-0. Quand on corrige l'entête de PGN pour indiquer que les blancs ont bien gagné au 12e coup, là il arrive tout à fait à prédire l'échec et mat. Maintenant on va tester la réaction de ChatGPT au mat du berger. Donc le mat du berger, c'est ce fameux piège prisé par les débutants qui a lieu après E4-5, dame H5, cavalier C6, fou C4, menace mat. Ici trop souvent on voit le coup cavalier F6 qui ne part pas la menace et permet donc dame prend F7, échec et mat du berger. Le meilleur coup dans cette position c'est G6. Et le deuxième meilleur coup dans cette position, c'est dame E7. Les deux coups par le mat et prépare cavalier F6 avec un léger avantage au noir. Et donc, si on donne à ChatGPT ce prompt avec les coups du mat du berger au coup N-1, avec comme en tête Magnus Carlsen et Garry Kasparov et comme classement Elo, leur meilleur classement Elo respectif, les deux meilleurs classements Elo jamais atteints par un humain, est-ce qu'il va parer le mat du berger et jouer G6? Oui, il joue le meilleur coup. Et ce qui est bien avec ChatGPT, c'est qu'on peut voir la probabilité de chaque token. Ici, est-ce que c'était sûr et certain que les noirs allaient jouer G6? On regarde. La probabilité d'apparition du token petit g pour G6, c'était 90,44%, mais il aurait aussi pu jouer grand Q pour dame et mettre la dame en E7. Donc on voit qu'il était certain que Garry Kasparov allait parer le mat et il y avait juste un léger doute sur est-ce qu'il va jouer G6 le meilleur coup ou dame E7 le deuxième meilleur coup. Bon, évidemment que Kasparov joue le meilleur coup était le plus probable et c'est bien ce que prédit ChatGPT. Maintenant, si on remet le prompt comme avant, mais en changeant les classements Elo et en mettant 800 à la place des super classements. Ici, qu'est-ce qu'il va nous prédire? Cavalier F. Alors on va voir la suite, mais juste avant, je vous montre, est-ce que c'était certain que les noirs à 800 Elo jouent cavalier F6? Non.
La probabilité d'apparition du cavalier, c'était 47,10%, mais les noirs auraient pu jouer G6 à 38,87%. C'était pas du tout certain qu'ils se prennent le mat du berger, mais ici, c'est bien ce qui va se passer. Cavalier F6 et les blancs poursuivent par Dame prend F7, échec et mat, 1-0. Ok, mais maintenant, si on remet le prompt comme avant, avec les 800 Elo, et qu'on rajoute juste une ligne à l'entête de PGN, qu'on met result pour résultat 0-1 pour les noirs ont gagné. Donc ici, si les noirs ont gagné, ben les blancs n'ont pas fait le mat du berger. Voyons ce qu'on joue les noirs. Ici, ils rejouent G6 à nouveau. Donc, il arrive à comprendre en fonction de chaque ligne de l'entête quel est le coup le plus probable et il modifie la probabilité d'apparition de ce coup en fonction de ce qu'on lui donne dans l'entête, ce qui est assez ouf. Quand je m'en suis rendu compte pour la première fois, j'étais subjugué par ce niveau de compréhension de ChatGPT. On peut également demander à ChatGPT de nous créer des parties entières. Par exemple, les joueurs d'échecs ont été frustrés en 1975 quand Bobby Fischer n'a pas défendu son titre de champion du monde face à son challenger Anatoly Karpov. On pourrait très bien demander à ChatGPT de nous créer une partie fictive Fischer-Karpov pour voir qui, d'après lui, aurait gagné. Mais tout d'abord, vérifions que ChatGPT est bien au courant que ce match n'a jamais eu lieu. Si on commence un prompt par le match Fischer-Karpov de 1975 et qu'on lui demande de nous générer 400 tokens, il nous fait tout un texte nous rappelant l'histoire. Ce match n'a jamais eu lieu. Karpov a été déclaré gagnant par forfait, etc., etc. On va lui demander de compléter cette entête de PGN. Blanc Bobby Fischer, noir Anatoly Karpov, classement Elo des blancs. Et vas-y, à toi, ChatGPT, 27,85 pour Bobby Fischer, 27,25 pour Anatoly Karpov. 1-0, victoire de Fischer. Il comprend que c'est un match de championnat du monde qui a eu lieu en 75. Il met toute la partie et il complète par un commentaire qui n'est pas terminé, donc je vais lui demander de terminer son commentaire. Cette partie est la première partie du match de championnat du monde 1975 entre Bobby Fischer et Anatoly Karpov. Fischer, avec les pièces blanches, a gagné la partie en 22 coups. C'est la première partie du match qui s'est terminée par le forfait de Bobby Fischer. Après qu'il ait manqué de se présenter à la seconde partie, Karpov a été déclaré comme vainqueur par forfait et est devenu le 12e champion du monde. Donc c'est assez ouf qui corrige ses connaissances historiques pour prédire une victoire de Bobby Fischer, mais un forfait, ça aurait pu se passer. Alors, j'imagine que vous avez envie de voir la partie. Tout d'abord, je vais la mettre sur chess.com pour vous montrer l'accuracy, donc le taux de précision de Bobby Fischer, 95,5 sur 100, 78 pour Anatoly Karpov et les classements Elo, 28,50 pour Bobby Fischer, 24,50 pour Anatoly Karpov. Et on peut également mettre la partie sur les chess et là on va la voir et comme ça on pourra voir quand est-ce que la nouveauté a eu lieu. Donc la partie, il s'agit d'une Sicilian Nightboard, bon on s'en fiche un peu, c'est pas trop le sujet. C'est théorique jusque assez tard, enfin théorique, c'est la théorie postérieure à 1975. Mais il y a encore des parties jusque assez tard. Donc voilà. Et même ici, si on regarde, il n'y a plus de parties dans la base Masters parce que le dernier coup est une gaffe. Bou Anatoly Karpov. Mais il y a encore des parties sur les chess. Bon, ici, cela dit, il n'y a plus de parties. Roi F7, fou H5, échec et mat. Et maintenant, j'ai voulu lui faire jouer une partie avec lui-même en tant que joueur blanc. Lui-même ChatGPT 3.5 Turbo Instruct face à la meilleure entité jouant aux échecs actuellement, Stockfish 16, classement Elo blanc, vas-y ChatGPT, 400 tokens à toi. Il se met un classement Elo de 3000 Elo, bon, pas si modeste que ça, mais quand même, 3600 pour son adversaire, alors la partie n'est pas terminée, on complète. Les noirs ont gagné par échec et mat, c'est raccord avec ça, et donc on peut mettre la partie sur chess.com. Les précisions sont moins de 70.4 pour ChatGPT, 81.6 pour Stockfish. On voit qu'il y a quand même un... Il respecte le classement Elo dans le sens où Stockfish a mieux joué que ChatGPT, même si, évidemment, vous l'aurez compris, c'est ChatGPT qui prédit les coups dans les deux cas. Et les classements Elo paraissent incroyablement élevés.
2600 pour ChatGPT, 3450 pour Stockfish généré par ChatGPT. Mais en fait, il y a une astuce, c'est que l'algorithme de chess.com pour prédire ces classements Elo utilise les classements Elo déjà mis, donc là 3000 et 3600. On peut également voir la partie sur Lichess, je vais vous la montrer et c'est assez amusant parce qu'il commence par F3, Roi F2, ce qui sont deux coups trollesques. Évidemment, ne faites pas ça chez vous, mais vous voyez que pour les 5 premiers coups de la partie, il suit une partie d'un grand maître, fantasque, Simon Williams, aka Ginger GM. Bon, à partir de là, c'est nouveauté, hein, pas de partie de maître et assez rapidement plus de parties même sur Lichess et le suite de la partie quand même d'un niveau correct et ça se termine par un échec et mat du faux ChatGPT avec les noirs. Voilà, tour H2, cavalier E2, échec et mat. C'est quand même assez incroyable qu'il ait réussi à nous générer ces deux parties. Alors, est-ce que c'est si impressionnant que ça? Est-ce que ChatGPT ne fonctionne pas simplement par reconnaissance de patterns connus? Par exemple, si on demande à un joueur d'échecs expérimenté de compléter cette partie 16 cavalier F7 échec, roi G8, 17 cavalier H6 échec, roi H8, il va comprendre que le plus probable c'est qu'il s'agisse d'une partie montrant un exemple de maths à l'étouffer et va compléter la suite par 18 points, dame G8 échec, tour prend G8, 19 cavalier F7 échec et mat. Je vais vous montrer de quoi il s'agit sur Lichess. Donc 16 cavalier F7 échec, roi G8, cavalier H6 double échec avec le cavalier avec la dame, roi H8 est forcé et donc le sacrifice de dame pour mater en deux coups. Dame G8 échec, tour prend G8, cavalier F7 échec et mat. C'est une partie qui d'ailleurs a vraiment eu lieu sur Lichess et donc si on rentre les 16 premiers coups jusqu'à cavalier F7 échec, roi G8 sur ChatGPT, on lui demande de compléter la suite, il met bien 17 cavalier H6 échec, roi H8, 18 dame G8 échec, sacrifice de dame, tour prend G8, 19 cavalier F7 échec et mat, 1-0. Mais donc de la même manière que les joueurs d'échecs reconnaissent les patterns à force d'avoir vu des positions similaires, bah, peut-être qu'il ne fait que reconnaître les patterns de caractères après avoir vu des suites de caractères similaires. Un gros test de la compréhension ou non de jeu d'échecs par ChatGPT, ça serait de lui faire deviner un coup qui n'arrive quasiment jamais en pratique. Un exemple de tel coup, ça serait une promotion d'un pion non pas en dame comme on fait d'habitude mais en cavalier, et que cette promotion en cavalier ferait échec et mat tout de suite. C'est probablement jamais arrivé en partie classique, peut-être que ça peut arriver sur internet, et encore, j'en suis même pas certaine. Donc un exemple d'une telle partie, ça serait cette partie suivante absurde, où dans cette position, le meilleur coup, c'est de promouvoir le pion en cavalier, et ça fait échec et mat tout de suite. Donc est-ce que ChatGPT peut deviner ce coup quand on lui met par exemple ce prompt avec Stockfish 16 contre Stockfish 15, 6 G prend F8, promotion dame. Et ben non, il promeut son pion en dame. Bon, là, il y a deux possibilités. Soit il promeut en dame parce qu'il ne voit pas la promotion cavalier, et la promotion cavalier, il ne la voit pas parce qu'il l'a probablement jamais eu dans tout son apprentissage, et donc contrairement à G prend F8 égale dame, G prend F8 égale cavalier, c'est impossible pour lui à prédire. Ou alors c'est juste que les premiers coups de la partie sont tellement mauvais de part et d'autre qu'il pense que le joueur ayant les blancs est pas terrible et donc qui va promouvoir son pion en dame, qui est le coup qu'un débutant ferait. On peut regarder les probabilités, on voit que la probabilité d'apparition de la dame est de 99,96% et la lettre K pour Knight Cavalier 0,01%, donc c'est pas totalement possible, il considère un peu, mais bon, on voit que ça va être très difficile de lui faire jouer. Alors j'ai essayé de modifier le prompt pour lui faire deviner que on veut que les blancs jouent promotion cavalier. Donc par exemple, je lui ai donné ce prompt modifié en lui rajoutant le résultat 1-0, les blancs ont gagné, et le nombre de demi-coups 11 pour dire que les blancs ont gagné à leur 6e coup. Donc 6, G prend F8,
égale dame, et juste, il dit que les noirs ont abandonné, donc les blancs promus en dame, les noirs ont abandonné, les blancs ont bien gagné en 11 demi-coups, et il a respecté tout l'en-tête, bravo, mais j'ai toujours pas ma promotion cavalier. Donc je me suis demandé, est-ce qu'il peut quand même deviner une promotion cavalier quand c'est bon? Il y a un exemple bien plus crédible de promotion cavalier que ce que j'ai donné, c'est pour les noirs dans cette ouverture, le contre-gambit albin. Dans cette position, si les noirs promeuvent leur pion en dame, ça fait pas échec et les blancs peuvent échanger les dames sur échec d'abord avant de récupérer la dame. Et le meilleur coup ici, c'est de promouvoir le pion en cavalier parce que ça fait échec. Les blancs n'ont pas le temps de jouer dame prendre dame. Ils doivent reprendre, ils peuvent reprendre, sauf que ici, ils perdraient la dame. Et s'ils bougent le roi, les noirs ont un cavalier en plus, vu qu'ils ont 3 cavaliers. Ok, donc est-ce que ChatGPT est capable de deviner ce f prend g1 égale cavalier ici? On lui met le prompt et on lui demande f prend g1 égale knight, échec, etc. Ok, là, il devine, et donc comme j'ai mis que la partie a duré 14 demi-coups, il devrait mettre 0,1 après. Donc il est capable de deviner la promotion cavalier. Mais est-ce qu'il comprend, est-ce qu'il a une idée de la promotion cavalier, de ce que c'est que promouvoir un pion, non pas en dame, mais en cavalier? Pour ça, on va remettre le prompt qu'on avait fait précédemment, juste après. Donc là, il y a une promotion cavalier dans cette partie, les noirs ont gagné. On lui remet le même prompt qu'avant, mais juste après ce premier prompt. Et le résultat donc de la promotion cavalier, est-ce que ça change quelque chose? 6 G prend F8 égale, cette fois-ci, il comprend que c'est promotion cavalier et qu'il fait échec et mat et que les blancs ont gagné. Donc ça, c'est assez hallucinant. Non seulement l'entête du PGN a une influence sur le coup prédit, mais la partie précédente a une influence sur le coup prédit. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment fascinant, mais en fait, il y a plus simple pour lui faire deviner la promotion cavalier. Il suffit de lui faire croire qu'il est dans un texte sur les sous-promotions. Donc, si on fait under promotion et qu'on met ce prompt, voilà, maintenant, il va bien nous mettre G prend F8 égale cavalier. Même faire quelque chose d'assez hallucinant, on va rajouter in this game dans cette partie, virgule, et on va lui demander de générer 60 tokens. Qu'est-ce qu'il va nous mettre? Les blancs ont promu leur pion en cavalier et non pas en dame. C'est connu comme une sous-promotion. Ce coup surprenant a déconcerté les noirs et mené à un échec et mat rapide. La sous-promotion peut être un coup stratégique dans certaines situations, comme le cavalier peut créer des menaces inattendues et des fourchettes sur l'échiquier. Donc il y a bien une certaine compréhension de l'idée même de sous-promotion et ça c'est fascinant. En résumé, on peut dire que si GPT ne trouve pas le meilleur coup, ce n'est pas qu'il est mauvais aux échecs, c'est que vous êtes mauvais en prompting, cet art de savoir poser les bonnes questions à GPT. GPT est un génie des échecs parce qu'il arrive à prédire le coup le plus probable en fonction des coups précédents, quand bien même ce coup n'est justement pas le meilleur, ce qui est bien plus impressionnant que ce que fait Stockfish, un programme conçu à trouver le meilleur coup dans chaque position. Prenons par exemple cette partie de Blitz du dernier championnat du monde qui date de décembre 2023. Elle oppose Danil Dubov à Yann Nepomniachtchi et les deux champions russes avaient arrangé la partie, ce qui, oui, est interdit, avaient décidé de faire match nul, mais au lieu de faire match nul dans une énième berlinoise, ils se sont amusés à faire danser leurs cavaliers et vous voyez que c'est du grand n'importe quoi. Etc, etc. Et là, cavalier A4, je vais rentrer le PGN de cette partie jusqu'à cavalier A4. Et on va demander à GPT de prédire les 24 prochains tokens. C'est parti. Il met cavalier A5, cavalier C3, cavalier C6, cavalier B1, cavalier B8, cavalier F3.
On va voir ce qui a été joué en vidéo. Cavalier A4, il y a bien eu cavalier A5, cavalier C3, cavalier C6, cavalier B1, cavalier B8, cavalier F3 et match nul. Exactement les coups prédits par ChatGPT. Alors là, vous vous dites peut-être, oui, non, mais ça, c'est juste qu'il a appris la partie, elle fait partie de sa base de données d'apprentissage, sauf que pas du tout, c'est impossible, parce que cette partie a été jouée en décembre 2023 et la training data de GPT 3.5 Turbo Instruct s'est arrêtée en septembre 2021. On peut changer cette partie pour faire deviner à ChatGPT d'autres coups. Par exemple, si après cavalier A5, cavalier C3, cavalier C6, cavalier B1, cavalier B8, à la place de cavalier F3 qui a eu lieu dans la partie et que GPT avait prévu, je vous dis que la partie s'est poursuivie par A3, A6, B3, B6, C3, C6. Qu'est-ce que vous allez pronostiquer comme prochain coup? Moi, j'imagine D3, D6, E3, E6, etc., etc., jusqu'à H3, H6. Et bien, pour ça, on va demander à GPT si c'est bien ce que lui prédit également. On va lui demander les 30 prochains tokens. Hop, hop, go ChatGPT, D3, D6, E3, E6, F3, F6, G3, G6, H3, H6. Mission accomplie pour GPT. Imaginez que vous voyez deux débutants jouer une partie sur internet et ils commencent par E4, D6, fou B5 échec, dame D7. Alors vous vous dites peut-être que les noirs ont fait un misclick, ils voulaient jouer fou D7, ils ont mis la dame, ou alors que ils sont tout débutants, ils savent pas que la dame est plus forte que le fou, ou alors qu'ils sont en tilt et ils font exprès de jouer avec une dame de moins. Mais il y a plein de parties qui ont commencé comme ça sur l'e-chess. Bon, très rapidement, il n'y en a plus beaucoup, j'en ai sélectionné une et elle s'est poursuivie comme ça, flash forward, les blancs ont fait échec et mat au 24e coup. Si on demande à ChatGPT de pronostiquer les prochains coups en rentrant l'entête de cette partie et les deux premiers coups, et je lui demande les 300 prochains tokens, il nous crée une partie de toutes pièces, les blancs finissent par échec et mat, et donc cette partie, je l'ai mise sur l'e-chess, elle est là, c'est bien, donc le même début, ça c'était le prompt. Très rapidement, il n'y a plus de parties comme ça sur l'e-chess, voilà, là on est dans la nouveauté. Le reste de la partie est assez crédible pour une partie entre deux joueurs amateurs et elle se termine par un échec et mat pour les blancs au 36e coup. Maintenant, on va lui demander de prédire une partie avec les deux mêmes premiers coups, mais une partie supposément jouée entre Magnus Carlsen et Garry Kasparov, et pareil, 300 tokens. Il complète la partie. Ça s'arrête et il précise cette partie n'est pas une vraie partie entre Magnus Carlsen et Garry Kasparov, c'est une partie hypothétique créée par un programme informatique ou un amateur d'échecs. Alors cette partie, on va la voir. Elle est là. E4, D6, fou B5 échec, dame D7. Et donc là, à la place de reprendre le fou comme il avait fait quand c'était une partie entre débutants avec écrit l'e-chess, etc. dans l'entête. Là, il joue roi D8 parce qu'il se dit que le plus probable, c'est que les noirs fassent exprès de donner toutes leurs pièces. Regardez, fou prend C8, cavalier D7, fou prend D7, tour C8. Il fait exprès de donner toutes ses pièces. Il y a encore une partie, sauf que là, nouveauté. Donc il est vraiment en train de créer quelque chose qui n'existe pas et il se dit qu'à chaque coup, il faut essayer de donner des pièces quand on a les noirs et de surtout pas les prendre. Tour G8, voilà, à chaque coup, il donne des pièces. C'est hallucinant, ce changement total de résultat. Il donne encore un pion, il donne encore un pion. Et avec les blancs, il joue que des coups corrects. Et les blancs finissent par faire échec et mat au 22e coup. J'étais vraiment bouleversé en voyant que juste en changeant l'entête du PGN, il pouvait se dire que là, le plus probable, c'est que le joueur ayant les noirs fasse exprès de donner toutes ses pièces. Waouh! On peut aller beaucoup plus loin dans la démonstration que GPT est le plus génial des prédicteurs de prochains coups d'échecs. Prenons cette position supposément issue d'une partie entre Magnus Carlsen et Garry Kasparov et vous devez prédire le prochain coup des blancs. Alors vous pouvez demander de l'aide à Stockfish, il va vous dire que le meilleur coup c'est dame prend fou F8 avec un mat en 6 coups. Ok. En fait, le mieux si vous voulez prédire le prochain coup de la partie, c'est de regarder ce qui s'est joué sur l'e-chess et à savoir
peut-être le pire coup dans cette position, puisque si on donne la dame, on risquerait d'être quand même gagnant tellement on a de matériel en plus. Le pire coup, c'est de mettre la dame en E6 parce que ça fait patte. Et c'est effectivement ce qui s'est passé dans 4 parties sur Lichess. Donc maintenant, si je donne le prompt à GPT de prédire le prochain coup, on va voir ce qu'il nous dit. 10, dame 6. Alors, est-ce que c'était sûr et certain qu'il allait jouer dame 6? Dame, c'était sûr, mais il hésitait avec prise en F, donc on va dire 71% pour que jouer dame 6 et que ça fasse patte, et 24% pour aller prendre le fou. Donc il hésitait entre soit patte, soit le meilleur coup, mais c'est dit quand même, là si c'est une partie entre Magnus Carlsen et Garry Kasparov, le plus probable c'est que Magnus et Garry se soient mis d'accord pour faire le patte le plus court possible aux échecs, découvert par un certain Sam Lloyd, à savoir ce patte en 10 coups. Mais là on peut se dire, oui mais il fait que répéter ce qu'il a vu dans son apprentissage. Si la partie existe sur Lichess, c'est pas impossible qu'il l'ait eu dans son apprentissage, il ne fait que recracher bêtement. Alors, pour s'assurer que c'est pas le cas, je vais modifier la partie en se basant sur ce même patte, mais de manière à ce que ce soit les noirs qui le font, et aussi en jouant n'importe quoi dans les premiers coups. Par exemple, je commence par A3, c'est 5, et maintenant par A4, etc. Et donc ici H3, H6, bon, vous voyez que très rapidement, il n'y a aucune partie sur Lichess qui a eu le même début de partie. Et donc, on va lui mettre les mêmes coups là. Et donc, lui demander de ce qu'il va jouer avec les noirs. Est-ce qu'il va jouer dame 3 ici? Ou est-ce qu'il va jouer dame prend fou? Est-ce qu'il va jouer le pire coup? Ou est-ce qu'il va jouer le meilleur coup? Et bien donc, on lui demande. Toc, toc, toc. Roi G3. Les 3 prochains tokens, c'est bien dame 3 ici. Est-ce qu'il était sûr et certain que Kasparov, cette fois-ci, allait faire patte? Alors, eux, 73%, et à prise, c'était 22%. Donc, les probabilités ont un peu changé, mais pareil, il prédit que c'est bien le patte le plus probable. Et là aussi, c'est délirant de compréhension non seulement du jeu d'échecs, mais de la psychologie du joueur supposé qui préfère faire patte plutôt que de jouer le meilleur coup, alors que GPT sait aussi quel est le meilleur coup. On va faire un dernier exemple, et pour ça nous allons reprendre les 2 premiers coups du mat du berger, E4, E5 et Dame H5, qui ne fait pas échec parce qu'il y a un pion en F7 qui protège le roi. Donc je vais reprendre ce prompt Magnus contre Garry, Dame H5, mais je vais rajouter un plus pour dire échec. En faisant ce prompt, j'avais 2 hypothèses. Soit il va se dire que le plus est une faute de frappe et continue la partie comme si de rien n'était, soit il va se dire qu'il n'y a pas de pion en F7 et c'est pour ça que Dame H5 fait échec. C'est pas impossible parce qu'il fut un temps où on jouait beaucoup de parties à handicap pour équilibrer la partie entre 2 joueurs d'un niveau différent, et un de ces handicaps les plus populaires, c'est de jouer sans le pion F7 pour les noirs. Par exemple, il y a une partie célèbre entre Marash et Murphy, où Murphy a gagné malgré cet handicap, et on voit qu'il a joué E6, qui est un bien meilleur coup que E5, comme on va le voir dans un instant. Donc, je lui demande de prédire cette partie, la suite de cette partie, touk touk touk, il rentre une partie, et il nous dit pareil que c'est une partie hypothétique entre Magnus Carlsen et le champion du monde Garry Kasparov. C'est pas une vraie partie qui aurait été jouée entre ces 2 joueurs. Bon, très bien. Maintenant, cette partie, à quoi est-ce qu'elle ressemble? Il a bel et bien compris que la partie s'est déroulée sans pion F7 pour les noirs. E4, E5, Dame H5, échec. Roi E7, c'est le meilleur coup parce que sur G6, il y aurait Dame prend E5, échec, fourchette. Et après Roi E7, il continue encore par les meilleurs coups de part et d'autre. Dame prend E5, Roi F7, Fou C4 échec. Sur Roi G6, il va y avoir Dame F5 échec et un mat rapide. Donc là, il joue le meilleur coup avec les noirs, D5. Fou prend D5, Roi G6 maintenant. H4, un super coup pour mettre le pion à l'attaque. H6, ici, s'il n'y avait pas ce fou, on jouerait Dame F5 échec et mat. Et donc il trouve le sacrifice de fou. Fou prend B7, alors que ces coups n'ont jamais été joués et joue tout le reste de la partie. Alors, il y a eu des gaffes, ok, mais tout le reste de la partie
sans rajouter jamais de pion F7. Il avait compris que cette partie entière s'est déroulée sans pion F7 jusqu'à l'échec et mat au 51e coup. Là encore, j'étais fasciné par ce talent de prédiction de ChatGPT, de comprendre que juste à cause du plus rajouté dans le prompt, il fallait créer une partie de bout en blanc sans pion F7 pour les noirs. Sachant que le calcul est la base du jeu d'échecs et qu'un LLM ne peut pas calculer, on peut se demander à quel point il peut devenir fort si on le programme de manière à prédire non pas le coup le plus probable, mais le meilleur coup dans chaque position. C'est ce qu'a fait la prestigieuse équipe de DeepMind récemment. Ils ont publié cet article dans lequel ils expliquent qu'ils ont pris un LLM à eux et l'ont nourri de paires, position et espérance de chaque coup. Donc c'est-à-dire ils prenaient une position, ils listaient tous les coups légaux et pour chacun de ces coups légaux, ils associaient l'espérance de gain en pourcentage d'après Stockfish et ils l'entraînaient à sélectionner le meilleur coup, donc le coup qui a la meilleure espérance de gain d'après Stockfish. Quand ils ont testé leur LLM sur Lichess, ça donnait un classement Elo de 28,95 qui sur Lichess correspond au niveau d'un bon grand maître. Donc ça montre déjà qu'un LLM peut devenir super fort, bien plus fort que 99,99% des humains, même si leur programme de DeepMind ne savait en fait que, avec des guillemets, prédire le meilleur coup, alors que GPT peut prédire le coup le plus probable, même quand le coup le plus probable n'est pas le meilleur coup, et ça c'est peut-être bien plus hallucinant. La question initiale de savoir si un LLM qui joue aux échecs n'est qu'un perroquet stochastique ou alors s'il a une représentation de l'échiquier et en un sens comprend les coups qu'il prédit a également été abordée par Adam Carvonen, un chercheur en informatique qui a construit un LLM évidemment bien plus petit que GPT mais nourri uniquement de parties d'échecs et ce LLM il a pu le sonder. Une case peut être dans 13 états différents. Il peut y avoir un pion blanc au noir, un cavalier blanc au noir, etc. Ça fait 12 états possibles. Et il peut avoir rien du tout dessus. Ça fait 13. Ici, c'est la réponse à la question est-ce qu'il y a un pion blanc sur la case? Donc ça, c'est la réponse réelle. C'est la structure des pions blancs dans la partie après les coups donnés. Ça, c'est la structure de pion blanc telle que prédit par ChatGPT, on voit que c'est la même. Et ça, c'est le gradient de probabilité. On voit qu'il n'est pas sûr et certain que la structure est celle-là, celle prédite, mais par exemple, plus c'est clair, plus c'est probable, plus c'est foncé, moins c'est probable. Il sait qu'il n'y a pas de pion blanc sur la 8e rangée ou sur la première rangée. Ça, c'est la réponse à la question est-ce qu'il y a un roi noir sur la case? Donc ça, c'est la vraie réponse. Le roi noir est en 8 sur sa case de départ. Ça, c'est la case prédite. Et ça, c'est le gradient de probabilité. Donc, c'est plus probable que le roi noir soit en 8. C'est pas totalement impossible qu'il soit à côté. Mais par exemple, ça paraît totalement improbable qu'il soit à l'autre bout de l'échiquier. Donc ça, déjà, ça tend à montrer que GPT, enfin pas GPT, mais le LLM construit par Adam Carvonen a bien une représentation de l'échiquier. Mais il s'est aussi amusé à modifier ces représentations intermédiaires, par exemple en enlevant une pièce, en enlevant la pièce qui jouait un coup. Et s'est rendu compte que son LLM prédisait un autre coup. Donc si il le modifie et que la réponse change, c'est bien que le LLM utilise cet état intermédiaire pour prédire son résultat et ce n'est donc pas qu'un perroquet stochastique. Évidemment, GPT est un modèle bien plus riche que le modèle d'Adam Carvonen qui n'utilise même pas d'entête PGN, c'est-à-dire qu'il a remplacé tout ça par un point-virgule pour expliquer à son modèle que le prochain caractère, ça serait un point, etc., etc. Et donc il a perdu toute la richesse, toute la diversité des résultats montrés dans cette vidéo liés aux modifications de cette en-tête ou même de ce qui se trouve au-dessus de cette en-tête. Bref, pour répondre à la question initiale, je suis maintenant persuadé que pour ce qui est du jeu d'échecs, en tout cas, GPT n'est pas qu'un simple perroquet stochastique, mais qu'il a bel et bien une représentation en interne du monde, c'est-à-dire de l'échiquier. Est-ce qu'on peut généraliser ça
au reste du monde, je ne vais évidemment pas m'y risquer tant la question me dépasse. Évidemment, mon travail pour cette vidéo n'est pas un travail de chercheuse en informatique que je ne suis pas, mais cela dit, tous les résultats donnés dans cette vidéo sont reproductibles parce que j'ai mis la température de GPT à 0, ce qui le rend déterministe et répétitif. Cela dit, quand on lui demande de prédire énormément de tokens, 400 par exemple, il peut y avoir des légères fluctuations, ce qui le rend cyclique, mais si vous essayez plusieurs fois le même prompt que moi, vous allez finir par obtenir exactement les mêmes résultats, et j'ai listé tous les prompts dans un Google Doc. En tout cas, pendant une semaine, j'ai été fasciné et bouleversé par chacune des découvertes que j'ai faites concernant la capacité incroyable de GPT à prédire le coup le plus probable dans une partie d'échecs. J'espère que ces résultats vous ont intéressé également parce que j'ai mis énormément de temps, d'énergie et de passion pour vous faire la meilleure vidéo possible. Et si vous voulez me remercier, vous pouvez le faire de plusieurs manières. Vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez la partager, vous pouvez laisser un gentil commentaire, ou bien vous pouvez me soutenir financièrement sur Tipeee, je vous en serai éternellement reconnaissante. Avant de conclure cette vidéo déjà bien longue, on va aborder un dernier point, celui de la capacité ou de l'incapacité des programmes d'échecs tels que Stockfish à résoudre les situations de forteresse comme celle-ci. C'est une position que j'ai composée et c'est un match nul évident pour quiconque sait jouer aux échecs. Avec les blancs, il suffit de bouger le roi et jusqu'à la fin de la partie et on fera match nul. Pourtant, Stockfish affiche moins 8,7. Une autre forteresse du même type a été composée par Roger Penrose, prix Nobel de physique et frère d'un décuple champion de Grande-Bretagne d'échecs. Pareil, on va plus bouger que le roi avec les blancs et on va faire match nul, mais pourtant Stockfish met moins 15,4. Roger Penrose affirmait même que pour comprendre ces situations de forteresse, il fallait une forme de conscience que évidemment Stockfish n'a pas, et c'est pour ça que lui et les autres programmes du même genre sont incapables de comprendre ces situations de forteresse. Bon, en fait, il avait tort. Des développeurs ont modifié légèrement Stockfish récemment afin de lui faire résoudre ces situations et on voit, là c'est un screenshot de Chessbase, il affiche bien ce Stockfish Crystal spécialisé dans la résolution de forteresse 000. Cela dit, j'avais pas dit mon dernier mot, parce qu'il y a un autre type de forteresse que les programmes d'échecs ne comprennent pas, c'est justement les fausses forteresses. Dans cette situation, Stockfish 16, même à trop de profondeur, affiche 000, sauf que cette fois-ci, c'est gagnant. Ça, c'est une étude que j'ai composée, les blancs jouent et gagnent. Alors, le gain est assez compliqué, même pour un humain, mais trouvable par les maîtres et les grands maîtres. Alors, je vous le montre brièvement. Il ne faut surtout pas prendre le fou, il faut jouer H6, seul coup gagnant. Stockfish comprend toujours pas que c'est gagnant, affiche toujours 0,0. Le fou va bouger. Ici, on fait A3 très important, vous allez voir pourquoi. Roi F7 va nous gêner à la poussée des pions. Et là, on aimerait que dans cette situation, le trait soit au noir. Mais il est à nous. Si on bouge le roi, il bouge le fou. Si on revient, il revient, on n'a pas progressé. Donc l'idée, c'est de revenir en F1 après avoir fait un trajet avec un nombre impair de coups. Et donc, le gain s'obtient en une centaine de coups comme ceci. Maintenant qu'on a remis cette position très au noir, ici, ils sont obligés de jouer un pion. Et donc, on va recommencer la même manœuvre, encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus jouer de pion. Touk, touk, touk. Dans cette situation-là, ils vont être obligés de jouer leur roi. Là, cette fois-ci, maintenant, Stockfish comprend que c'est gagnant. Il bouge le roi. Ça va nous permettre de pouvoir pousser nos pions, puis de répéter la même manœuvre. Et là, Stockfish arrive à calculer jusqu'au bout. Dans cette situation, le gain est maintenant évident. S'il bouge le fou, on le prend. S'il bouge le roi d'un côté, on va pousser les pions et on va gagner. Et donc, jusqu'il y a quelques jours, c'était impossible pour même Stockfish 16 de résoudre ce type de position. Victoire de l'humanité, mais en fait, non. On m'a dit très récemment, les développeurs de Stockfish m'ont dit qu'ils l'avaient modifié afin de pouvoir résoudre ces situations de forteresse. Donc, ils m'ont donné la preuve presque en image. Ici, on voit que c'est mon problème qu'ils ont soumis à ce Stockfish modifié et il résout bien H6, etc. Il trouve la solution. Bref, dans tous les sous-domaines du jeu d'échecs, maintenant, les programmes d'échecs sont meilleurs que les humains. C'est peut-être
un peu flippant, mais il faut faire avec. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie de me soutenir de quelque manière que ce soit. Et je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de soirée. À très bientôt. Ciao.